Maintenant, la parole est à Éric Benel, porte-parole de Solidaire. Tiens. Merci. J'avais pas prévu de commencer par ça, mais vu les événements d'hier, je vais commencer par ça, juste pour... c'est pas de la répression pénale, mais c'est de la répression syndicale tout de même. Notre camarade Gaël Kirand de Sud-Post 92 et animateur de Solidaire 92, qui est en conflit avec la direction de la Poste depuis de très nombreuses années, plus de 10 ans, où il subit tout un tas de procédures pour essayer de se débarrasser de lui comme d'autres militants à la Poste, hein, parce que malheureusement il est loin d'être un cas isolé à la Poste. Avait son dossier pendant sur le bureau de la ministre du Travail depuis quelques semaines pour une demande d'autorisation de licenciement qui avait été refusée une nouvelle fois par l'inspection du travail et le rapport diligenté ensuite par la Direction générale du travail allait dans le même sens en disant qu'il n'y avait aucun élément qui ne permette d'accorder ou pas d'accorder cette autorisation de licencier. Malgré tout ça, la ministre du Travail a donc envoyé un courrier, elle a fait ça, elle l'a envoyé le 22 mars, daté du 20 mars, mais posté le 22 mars. Et c'est arrivé hier matin dans la boîte de Gaël, et donc la ministre du Travail autorise le licenciement de Gaël, et donc on appelle avec beaucoup d'autres à un rassemblement demain à 19h au métro Varennes devant le ministère du Travail, qu'on pourrait d'ailleurs à l'occasion rebaptiser ministère du Capital. Ce serait sans doute plus logique vu les positions récurrentes de ce ministère. Donc voilà, donc je vous invite à vous joindre à ce rassemblement demain. Alors c'est pas du pénal, mais c'est quand même de la répression syndicale, et c'est assez significatif de l'ambiance dans laquelle on essaye au niveau de mouvement social de réagir. J'avais pas prévu d'en parler, mais les deux dernières interventions m'y font penser, parce qu'on voit que parfois la justice peut avoir plusieurs vitesses. Alors pour ce qui s'est passé sur le quai de Valmy, elle a été extrêmement rapide, mais par contre pour les faits qui se sont passés sur la place de la République et qui ont conduit un de nos camarades de Sud Santé à perdre un œil suite à un envoi de grenades sur les manifestants, au jour d'aujourd'hui, juridiquement et judiciairement, il ne s'est quasiment rien passé. De la même manière, tous ceux qui ont subi des grenades diverses et variées pendant tout le mouvement de 2016, je pense notamment à ce qui s'est passé sur les maréchaux, après une manif qui s'était terminée à Nation, où il y a eu un blessé grave, et dans lequel on a eu aussi, nous, quelques camarades blessés, heureusement moins grièvement. Le dossier est toujours en cours, et comme souvent dans ces affaires, et comme ça a été dit sur les autres cas cités, on sait que ça va s'enliser, que ça va durer, qu'on va convoquer des experts, des contre-expertises, etc. Alors que pour peu qu'on ait les yeux bien ouverts, il suffit de regarder les différentes vidéos, et il y en a eu beaucoup pendant les mobilisations de 2016, des vidéos de ces deux événements, ce qui s'est passé sur les maréchaux et ce qui s'est passé sur la place de la République, pour que les choses soient assez claires, même très précises, et sur les responsabilités aussi. On peut facilement identifier les gendarmes ou les CRS qui sont à l'origine de ça. Donc voilà, sur cette justice à deux vitesses, elle fonctionne aussi de cette manière-là en ce qui concerne le mouvement social, et bien souvent la pénalisation des faits syndicaux ou des mobilisations sociales, parce que c'est beaucoup plus large que les seules actions syndicales. Elles ont plusieurs conséquences. La première conséquence, c'est une conséquence
directe pour les camarades qui sont mis en cause dans ces affaires-là et qui se trouvent souvent réduits à l'incapacité de poursuivre une activité militante, souvent, heureusement pas toujours, mais en tout cas c'est une forme d'empêchement de l'activité militante extrêmement forte. Deuxième conséquence extrêmement importante, elle mobilise souvent sur la défense, à juste titre, de ses camarades, une grande partie de l'activité militante. Donc pendant qu'on est en train d'assurer la défense de nos camarades, on n'est pas en capacité d'agir de manière offensive. Donc c'est aussi une manière de réduire notre capacité d'agir. Et troisième conséquence aussi, c'est des conséquences financières, puisque forcément ces affaires-là nécessitent de disposer des moyens financiers importants pour assurer la défense des camarades, et que là aussi, du coup, ces finances, au lieu d'être dans l'activité principale qui est agir et lutter, elles se trouvent mobilisées pour défendre ses camarades. Donc cette répression pénale est bel et bien un outil d'empêchement de l'activité du mouvement social. Et elle peut prendre des formes parfois extrêmement imaginatives. J'ai repris quelques exemples, j'aurais pu les multiplier à l'infini, mais qui me semblent assez symboliques de l'imagination qu'il peut y avoir du côté de nos ennemis pour nous empêcher ou pour nous emmerder. Je prends le cas du Havre, où il y a quelques années, les camarades de l'intersyndicale du Havre avaient mis en place, pour essayer de faire le lien avec la population et d'avoir une action sympathique envers la population, avaient fait un blocage du péage du pont de Normandie pour le rendre gratuit et en même temps tracter les raisons pour lesquelles ils étaient mobilisés. Tout ça s'était passé de manière très pacifique, puisque bien évidemment les personnels du péage avaient eu aucune opposition vis-à-vis de ça. Ils étaient plutôt en lien et en empathie avec l'intersyndicale du Havre. Et il y avait juste eu une fourgonnette de gendarmes qui s'était postée un petit peu plus loin pour observer. Et tout ça s'était passé très tranquillement. Sauf que cette fourgonnette de gendarmes avait relevé les plaques minéralogiques de quelques voitures qui avaient amené des manifestants. Et quelques jours après, la chambre de commerce du Havre, qui gère le péage du pont, a porté plainte pour préjudice financier par rapport au péage qui avait été ouvert pendant quelques heures. Et suite à cette plainte, les gendarmes sont venus interpeller les propriétaires des cartes grises des voitures qui avaient été identifiées à proximité du péage. Ça d'ailleurs les a conduits à interpeller une personne qui à l'époque se trouvait non pas au Havre mais à Marseille, parce que elle avait prêté sa voiture ce jour-là à quelqu'un. Donc les personnes ont été mises, les 4 ont été mises en examen. On a mis en route un processus, bien évidemment, de mobilisation. On a mis en route un processus aussi pour assurer leur défense en trouvant des avocats pour assurer leur défense. On a mobilisé des moyens financiers pendant tout le temps qui a conduit jusqu'au procès. Et le jour du procès, on a organisé une mobilisation aussi, comme on le fait et comme on sait bien le faire, pour apprendre ce jour-là que la Chambre de commerce et d'industrie du Havre abandonnait les poursuites. Elle n'a pas été plus loin que nous avoir, de cette manière-là, entraîné un certain nombre de frais d'avocat. Je crois qu'on avait à peu près 15 000 euros de frais d'avocat, conduit à organiser un certain nombre de mobilisations. Enfin voilà, elle nous a à travers ce dépôt de plainte qui ne lui a pas coûté bien cher, réussi à nous empêcher en partie de construire l'action militante, à nous piquer du fric et au final, en plus, à la fin, nous faire un pied de nez, voire même un bras d'honneur au moment du procès.
Alors celui-là, c'est plutôt, à la limite, un peu sympathique. On a l'impression de s'être fait avoir, mais malheureusement, ce processus, on le retrouve bien plus souvent et de manière bien moins sympathique. Je pense par exemple à ce qui s'est passé ces dernières années et qui a conduit un certain nombre de gens qui sont ici à se rendre dans la ville d'Amiens, dans lesquels il y a eu des procès pénaux qui ont été engagés contre plusieurs mouvements sociaux. Il y a eu d'abord, on s'en souvient, ce qui avait été fait contre les salariés de Continental quand ils avaient soi-disant dévasté une préfecture, notamment Xavier Mathieu, avec un nombre important de procès qui ont été intentés contre eux, qui avaient déjà perdu beaucoup. Il y a eu aussi les procès dont il y a encore, tout n'est pas encore fini de ce côté-là, intentés envers la Confédération paysanne et ceux qui avaient participé au démontage de la ferme des 1000 vaches, qui n'est pas sur le plateau des 1000 vaches, faut pas confondre, qui est elle dans le nord Pas-de-Calais. Il y a eu aussi, bien évidemment, les poursuites engagées contre les camarades de Goodyear, qui avaient conduit là aussi à des condamnations pénales, notamment de Michael Ouamen. Donc on a sur cette ville un tribunal particulièrement féroce vis-à-vis du mouvement syndical et du mouvement social. Sur ces affaires-là, on a eu, donc là pour le coup, il y avait dégradation d'une préfecture. Pour ce qui concerne les Goodyear, c'était séquestration. Et pour ce qui concerne la ferme des 1000 vaches, on avait là atteinte à des biens privés. À chaque fois, ce qui est important de noter, c'est que ce ne sont pas des actes cachés, ce ne sont pas des actes non assumés, c'était des actes parfaitement assumés et des actes qui, pour notre côté, nous semblaient profondément justes. Et pour le coup, la justice ne les a pas considérés justes, puisque dans l'ensemble de ces situations, nos camarades, que ce soit la Confédération paysanne, les camarades des Conti ou les camarades des Goodyear, ont, eux, fait l'objet de condamnations, et que la justice a montré, dans ces cas-là, sa particulière injustice. Autre élément récent, toujours en ce qui concerne le mouvement social, c'est ce qui s'est passé il y a quelque temps avec les militantes et les militants de Greenpeace, qui sont rentrés pour alerter sur les conditions de sécurité des centrales nucléaires, et notamment celle dans laquelle ils avaient pénétré. Et suite au procès qui a été intenté, pour la première fois, des militantes et des militants de Greenpeace qui agissent toujours de manière non violente, toujours en respectant les personnes et toujours en assumant collectivement les raisons pour lesquelles ils font ces actions. Là, pour la première fois, des militantes et des militants de Greenpeace ont fait l'objet de condamnations pénales, notamment pour l'un d'entre eux, de la prison ferme. Autre exemple, là pour le coup c'est sur la question de la liberté d'expression. Il y a eu pendant de nombreuses années des poursuites intentées par le ministère du Travail contre nos camarades de Sud Travail Affaires Sociales pour une publication qu'ils avaient fait dans leur journal syndical, dans laquelle ils appelaient, de manière ironique, à mettre le feu à l'école des inspectrices et des inspecteurs du travail, puisque cette école ne remplissait plus du tout son rôle et essayait de formater d'une manière tout à fait inappropriée les futures inspectrices et inspecteurs du travail pour qu'ils ne soient pas du côté des travailleuses et des travailleurs, mais qu'ils se mettent, comme la ministre du Travail, du côté du capital. Et pour cette publication, nos camarades de Sud Travail ont été poursuivis d'abord au pénal sur les tribunaux de la région de Lyon. Il a fallu devant lesquels ils ont perdu. Ils ont perdu de nouveau en appel et il a fallu qu'ils aillent jusqu'en cour de cassation pour pouvoir enfin retrouver
leur liberté d'expression, leur liberté d'ironie et leur liberté d'appeler de manière un peu caricaturale à mettre le feu à une école. Il suffisait pour n'importe qui de bien intentionné de lire le bulletin syndical pour se rendre compte qu'en aucun cas il s'agissait d'un appel à l'acte, mais bien de l'ironie et de l'humour. Dernier exemple du type de répression auquel on peut faire face devant les tribunaux, en espérant que Laurence va pouvoir retrouver son souffle. Dernier exemple. Oui, on voit bien, elle somatise. Dernier exemple récent, c'est un camarade de Sud PTT à Rennes, qui est un haut lieu de l'injustice en règle générale, qui lui est poursuivi cette fois par le chef de la BAC de Rennes pour avoir osé à la fin d'une manifestation appeler au micro en mettant en garde les manifestantes et les manifestants qui étaient présents sur sa présence de ce chef de la police, sachant que c'est ce chef de la police qui a fait que, sous ses ordres, un étudiant en 2016, lui aussi, a perdu un œil. Et c'est pour avoir dénoncé au mégaphone ce fait que notre camarade de Sud PTT se trouve aujourd'hui poursuivi par ce chef de la police devant les tribunaux. Donc là aussi, bien évidemment, nous mettons en place la solidarité nécessaire pour défendre nos camarades. Cette solidarité, elle est indispensable et elle est extrêmement, malheureusement, souvent compliquée à mettre en place parce que, d'abord parce que la division syndicale, qui fait que malheureusement, lorsqu'un syndicaliste ou un acteur ou une actrice du mouvement social est attaqué, pour nous, il semble même indispensable, en premier lieu, d'affirmer notre solidarité et de l'afficher et de la montrer clairement avant toute autre chose. Malheureusement, la division syndicale ou la division du mouvement social fait que c'est pas toujours le cas. Et que souvent, pour construire des collectifs unitaires, comme on va le faire demain soir pour soutenir notre camarade Gaël, souvent c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, et que ce qui apparaît naturel, c'est-à-dire refuser le licenciement d'un militant syndical, c'est-à-dire refuser que des militants syndicaux soient traînés devant les tribunaux, cette chose toute naturelle n'est pas naturelle pour l'ensemble du mouvement syndical et qu'on a toujours beaucoup de difficultés à obtenir le soutien, la signature, la présence physique de l'ensemble du mouvement syndical lorsque un militant syndical est attaqué. Et ça, ce travail-là, il faut continuer, et il nous semble important de continuer à le mener pour le mouvement syndical, mais pour le mouvement social et pour les mouvements qui luttent en règle générale, comme on essaye de le faire en étant solidaire aussi bien des inculpés du quai de Valmy, que des inculpés de Tarnac, que des inculpés de Greenpeace, etc., etc. On ne fait pas de tri, les ennemis sont en face et ils ne sont pas à nos côtés. Et ça, cette démarche extrêmement... c'est de la démarche essentielle. C'est la démarche essentielle parce que la justice est ce qu'elle est. Et la justice telle qu'elle est et telle qu'on a pu la décrire et la voir depuis ce matin, elle a besoin, si on veut pouvoir l'orienter, qu'elle soit soumise à un rapport de force sociale. Ce rapport de force sociale, il est indispensable par rapport à cette question de justice. La justice, elle n'est pas indépendante, entre guillemets. Ça n'existe pas, la justice indépendante en tant que telle. Elle vit dans un monde, et ce monde, il est autour d'elle, et là, pour le coup, dans la période dans laquelle on est, elle est plutôt tendance à se ranger du côté de
ceux qui nous frappent que plutôt de ceux qui essayent de se défendre ou qui essayent de lutter. Et donc par rapport à ça, il est indispensable de se construire cette solidarité et de l'étendre. Parce que c'est le point d'appui principal. Pour ça, nous, on a commencé à essayer de construire quelques outils. Un outil qui n'est pas spécifiquement sur le pénal, mais qui un petit peu, mais largement sur les questions de répression syndicale et de discrimination syndicale. C'est l'Observatoire de la répression et de la discrimination anti-syndicale qu'on a construit notamment avec nos camarades du syndicat de la magistrature, du syndicat des avocats de France, quelques syndicats comme la CGT Force ouvrière, et qui essayent de donner à voir ce que j'ai brièvement repris là. J'aurais pu multiplier les exemples et on aurait pu tenir plusieurs jours avec tous les exemples de répression devant les tribunaux de militants syndicaux, de militants de mouvements sociaux. Cet observatoire, il essaye de donner à voir ce qui existe, mais aussi de commencer à construire des réponses, des propositions de loi, des propositions de texte et des propositions aussi de construction de rapports de force. Et il les permet, même si c'est encore extrêmement faible, que des organisations syndicales, comme par exemple l'UNSA ou la CFTC, participent à cet observatoire et qu'on puisse au moins commencer à discuter avec elles de la nécessité de leur présence physique et réelle dans la solidarité vis-à-vis des militants syndicaux qui sont attaqués. Et dernier élément par rapport à ça, on a commencé à initier depuis quelque temps un collectif, pour l'instant qui est un peu maigre, qui est un des outils qui va nous permettre d'appeler demain soir au soutien pour Gaël. Ce collectif, on pense qu'il faut essayer de le pérenniser, essayer de le construire dans le temps et de l'inscrire dans le temps pour qu'il puisse facilement, nationalement et localement se mobiliser et que ces mouvements de solidarité qui sont indispensables, ce rapport de force dans la rue qui pour nous est indispensable par rapport à ces questions de poursuite pénale, car il nous faut faire de la pression dans la rue, on puisse la déclencher plus rapidement, plus facilement, et montrer que nous sommes plus nombreux que ceux d'en face.